Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est parti pour le 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, une rencontre pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Les travaux doivent faciliter aussi les interactions avec les investisseurs. On en parle dans un instant. Et puis plonger ce soir au cœur d'une initiative locale en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée. Ce sont des jeunes qui portent le projet dans la préfecture de Koya et déjà plusieurs hectares de riz sont mis en valeur. Et enfin, c'est l'émotion de la préfecture de Kissidougou après le décès du patriarche Elhadj Mamadi Massaré. Une forte délégation du gouvernement s'est rendue dans la famille du défunt. Elle a porté la compassion du chef de l'État et de la Guinée tout entière. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le ministre des Mines a procédé ce week-end à l'inauguration d'un pont de plus de 274 mètres dans la préfecture de Kerouané au nom du président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence. Le ministre Bouna Assila s'est félicité de l'évolution des infrastructures de la compagnie du Transguinéen. Omar Bari. Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Assila, a inauguré le samedi 26 octobre 2024 le nouveau pont sur le fleuve Milo dans la commune rurale de Konsankoro, préfecture de Kerouané, un ouvrage stratégique baptisé Pont 25 mars 2022 en hommage à la signature de l'accord cadre entre les partenaires industriels du méga-projet Simandou. Cet accord historique a acté non seulement la mutualisation du projet à travers un co-développement, mais garantit également à la République de Guinée, en plus de ses 15% du minerai, une participation non contributive et non dilutive au capital du chemin de fer et du port à au moins 15%. L'inauguration de ce pont marque une étape significative dans le développement des infrastructures du chemin de fer de la compagnie du Transguinéen. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, une vision portée par le général Mamadi Doumbouya, président de la République, axé sur le développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée pour les 15 prochaines années. Ce programme hautement stratégique, bâti autour du projet Simandou, prévoit la construction d'infrastructures modernes, y compris des tunnels et un chemin de fer de plus de 650 km pour améliorer le transport et le commerce dans la région. Long de plus de 274 mètres, ce pont a été construit en seulement 9 mois et grâce aux engagements de Rio Tinto Simfer, l'un des acteurs clés du projet Simandou. Il vise à désenclaver la sous-préfecture de Konsankoro, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. Cette infrastructure permettra également de stimuler les échanges économiques dans une région riche en potentiel agricole, offrant enfin un accès direct au chef-lieu de la préfecture. L'inauguration de cet ouvrage de franchissement représente ainsi une réponse aux années de difficultés rencontrées par les habitants de Konsankoro et des localités environnantes. Le ministre Bouna Assila a souligné que cet ouvrage est non seulement un facteur de rapidité dans les échanges économiques, mais aussi et surtout un levier de croissance locale contribuant à l'intégration et au brassage des populations conformément aux 5 composantes du programme Simandou 2040, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Au nom du ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, c'est un immense honneur et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à cette importante cérémonie d'inauguration du pont numéro 2 sur le fleuve Milo à Konsankoro, préfecture de Kerouané,
construit par la société Simfer Rio Tinto dans le cadre de la mise en exploitation des gisements de minerais de fer des blocs 3 et 4 du Simandou. Avant tout, permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée, Babadi Doumbouya, pour sa vision et son leadership, sans lesquels ce gigantesque projet n'allait jamais être réalisé en un temps record. Pour rappel, cette aventure historique pour le développement de notre pays, à travers le projet Simandou, a démarré le 25 mars 2022 par la signature de l'accord cadre portant co-développement du projet Simandou et la création le 27 juillet 2022 de la Compagnie du Transguinéen. Conformément aux orientations du chef de l'État, Simandou 2040 a pour vocation d'être transgénérationnel, indépendant d'une personne, d'un président, d'un ministre. Le programme Simandou 2040, en cours d'élaboration sous le leadership du président de la République, est basé sur des projets concrets. Ce programme est axé sur 5 piliers: l'agriculture et les industries alimentaires et le commerce, 2. L'éducation et la culture, 3. Les infrastructures, le transport et la technologie, 4. L'économie, les finances et les assurances, 5. La santé et le bien-être. Le pont du 25 mars 2022 que nous inaugurons aujourd'hui est une parfaite illustration du programme Simandou 2040. Ce pont est une autre étape majeure dans la réalisation des infrastructures ferroviaires de la Compagnie du Transguinéen, dont la fin de la construction est prévue à fin 2025, conformément à la Convention de co-développement. Le chemin de fer et le port de la Compagnie du Transguinéen, communément appelé CTG, permettront entre autres le développement des zones agricoles le long du corridor, la création de nouvelles villes, des plateformes logistiques et des parcs industriels. Pour rappel, 20% des impôts et taxes qui seront payés par la CTG à l'État guinéen seront destinés au financement des bourses d'études dans les filières scientifiques et techniques en faveur des meilleurs élèves de ce pays issus de toutes les préfectures de notre cher pays. Aussi, 5% des revenus provenant de chacune des mines seront investis dans le système éducatif de notre pays afin de l'améliorer pour que la Guinée soit au rendez-vous du programme Simandou 2040, c'est-à-dire pour le développement de notre beau pays. Ces allocations financières contribueront à l'opérationnalisation de Simandou Academy, qui est une déclinaison du programme Simandou 2040. Cette initiative du président de la République de l'investissement massif dans le capital humain à partir des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles est unique en Afrique et rare dans le monde. J'invite toutes les entreprises impliquées dans la construction des infrastructures du projet Simandou à respecter les normes de santé, de sécurité durant les travaux de construction. Il faut rappeler qu'un plan de contenu local inspiré de la loi de septembre 2022 prévoit des avantages basés sur 3 axes. 1. Offrir des opportunités d'emploi aux Guinéennes et Guinéens. 2. Offrir des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens ou contrôlées par des Guinéens. 3. Offrir de la formation en faveur des Guinéens et les transferts de compétences et de technologies. Il faut préciser que conformément à cette loi, seuls les emplois non qualifiés sont réservés de manière exclusive aux communautés directement impactées par l'activité du projet. Toutefois, tous les Guinéens peuvent compétir pour les postes d'emploi qualifiés. Cette politique du président de la République a permis à date la création par Simfer de 11 500 emplois, dont 75% de Guinéens. Lors de la cérémonie, des représentants de Rio Tinto, Chinalco et d'autres partenaires industriels ont exprimé leur engagement à poursuivre le développement des infrastructures liées au programme Simandou 2040. Mac Davis, directeur des projets mondiaux de Rio Tinto, a souligné les avancées significatives réalisées, tandis que Tian Zhonghong, représentant de Chinalco, et Chen Ertao, directeur du projet, ont salué la collaboration entre les différents acteurs. 100 cubic meters of concrete
Le projet d'abranchement ferroviaire de Simfer fait partie intégrale du projet plus vaste de Simandou et représente bien plus qu'une simple réalisation technique. Il s'agit d'un lien vital qui créera des opportunités économiques pour les communautés locales, améliorera les transports et stimulera la croissance dans la préfecture de Kérouani et au-delà. Ensemble, nous ferons en sorte que ce projet soit un succès retentissant et qu'il laisse un héritage durable aux générations futures. Thank you. And Watmala! Marking the completion of this critical piece of Simandou infrastructure. Ce pont est un ouvrage essentiel du chemin de fer du Trans-Guinéen, une infrastructure majeure qui est particulièrement bien placée pour stimuler le développement socio-économique de la Guinée, en améliorant la mobilité, la connectivité et en facilitant les échanges commerciaux à travers les 4 régions du pays. Nous avons commencé la pose de voies ferrées au pont de raccordement au chemin de fer du Trans-Guinéen, achevé tous les pieds, les 5 ponts de l'embranchement ferroviaire, réaliser plus de 600 mètres d'excavation du tunnel et finaliser le pont 2. Je voudrais remercier chaleureusement tous les partenaires du projet présents ainsi aujourd'hui et exprimer notre profonde gratitude au gouvernement guinéen pour son leadership, de la confiance qu'il nous accorde alors que nous continuons à faire du projet Simandou une réalité. We are one. Watmala. En raison de son investissement très élevé, de son long cycle de vie et de la participation de plusieurs entités, Simandou a attiré l'attention de toutes les parties concernées. Dans ce contexte, comment réaliser les jalons prévus dans les délais et à haute qualité reste un défi commun auquel toutes les parties confrontées. Comment contrôler raisonnablement l'ampleur d'investissement et garantir la rentabilité du projet et l'intérêt commun de tous les investisseurs? Comment respecter la nature et le peuple local au cours de la phase de construction? Promouvoir le développement économique et social sont également des objectifs communs de toutes les parties. Nous espérons qu'une fois ce projet réalisé et mis en production, il bénéficiera aux investisseurs tout en stimulant le développement économique de la Guinée et en apportant des bénéfices au peuple guinéen. L'inauguration du pont 25 mars 2022 à Konsankoro constitue une avancée majeure pour la Guinée et illustre la détermination du gouvernement à travers la compagnie du Trans-Guinéen à transformer le paysage économique du pays avec des infrastructures modernes et une vision claire pour l'avenir. Le programme Simandou 2040 aspire à offrir un développement socio-économique durable et responsable qui bénéficiera à toutes les couches de la population guinéenne. Ce pont, en tant que symbole de progrès, marque le début d'une nouvelle ère pour la préfecture de Kérouani et pour la Guinée dans son ensemble et vient s'ajouter au pont PK10 de Kolata, financé par Winning Consortium Simandou, et la première poutre du chemin de fer de la compagnie du Trans-Guinéen, dont la cérémonie de pose a été officiée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en mars 2024 à Kamalaya, dans la sous-préfecture de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia. Merci à Oumar Barry pour toutes ces explications. Et puis, comment satisfaire les droits à la vérité et à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme? C'est une question essentielle qui pourrait trouver sa réponse dans la maîtrise des mécanismes de la justice transitionnelle. À Conakry, la problématique est au centre d'une formation des membres du Conseil national de transition. Elle est présidée par le président du CNT, Dr Dansa Kourma Ablaye Diallo. Dans cette salle de plénière,
les conseillers nationaux se réunissent pour approfondir leur compréhension du concept et des principes de la justice transitionnelle, ainsi que les mécanismes et du fonctionnement d'une commission vérité, justice et réconciliation. Cette initiative de l'organe législatif de la transition répond aux attentes exprimées depuis longtemps par les citoyens guinéens. Je pense que l'objectif principal, c'est de punir les crimes qui se sont déroulés dans le passé, tout en reconstruisant l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rétablir la justice, parce qu'elle a été violée à de nombreuses reprises par de nombreux régimes politiques, et en même temps, il faut que les gens, au-delà de cette punition, puissent vivre ensemble. Et donc, ça suppose de se réconcilier, ça suppose de fabriquer un discours commun, une cohabitation des mémoires, et ça, je crois que c'est très important. Pour atteindre cet objectif, 4 piliers de la justice transitionnelle ont été définis. Ils visent à encourager une véritable démocratisation et réconciliation au sein de la nation. L'objectif ultime est de garantir la non-répétition des violences passées et de prévenir toute résurgence de telles exactions. Il faut comprendre par là que c'est un ensemble de mécanismes judiciaires, mais aussi non judiciaires, qui est mis en œuvre par une société pour tenter de réconcilier les Guinéens. Puisque quand nous prenons le passé historique du pays, il y a eu assez de soubresauts politiques qui ont bien sûr conduit à des violations des droits de l'homme sur différents régimes politiques qui sont succédés. Il y a un chemin à parcourir. Parce que d'abord, pour établir la vérité en cas de meurtre ou en cas de disparition ou en cas de mort d'homme, elle est scientifique. Et pour apporter cette preuve scientifique, il faut quand même qu'on ait des éléments scientifiques comme des laboratoires. Je prends l'exemple, si on doit faire des exhumations, il faudrait qu'on ait des laboratoires qui puissent nous permettre d'extraire l'ADN pour comparer avec l'ADN de certaines personnes qui ont disparu ou des proches des personnes. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a saisi cette occasion pour inviter les conseillers nationaux à s'engager pleinement et à laisser une empreinte durable sur cette transition. Un appel particulièrement pertinent au regard des crises cycliques qu'a traversé la Guinée et de l'absence jusqu'à présent d'un véritable exercice de justice transitionnelle. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure au sommaire, les travaux de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques ont commencé ce lundi à Conakry. C'est une rencontre placée cette année sous le thème « Le rôle des femmes dans la transformation de l'économie guinéenne », un espace d'échange pour améliorer les compétences des femmes entrepreneurs et leur offrir des opportunités de se mettre en relation avec les investisseurs. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, Hadi Camara. Conakry accueille plus de 30 pays membres de la plateforme dédiée à l'émancipation des femmes à travers l'Afrique. Nous sommes à la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. L'occasion est de célébrer l'entrepreneuriat féminin avec des activités qui permettent de valoriser le tissu économique et social tissé par cette couche vulnérable dans nos sociétés. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIEX est une messe continentale qui vise à élargir les réseaux et promouvoir un cadre d'échange international et multisectoriel en faveur des femmes. Cette plateforme offre un espace de promotion de l'esprit entrepreneurial. En l'espace de 3 jours, l'opportunité sera offerte à des femmes entrepreneurs championnes de partager leurs expériences, de mieux se faire connaître et davantage faire connaître leurs produits. Le FIEC permettra surtout à des centaines de jeunes débutantes d'avoir accès à des opportunités d'investissement fiables. Soucieux de valoriser l'entrepreneuriat féminin, le gouvernement de son Excellence M. Amadou Riba, Premier ministre chef du gouvernement, a donné son onction à cet événement d'occasion franche de rencontres, d'informations et de solutions dans le domaine de la création d'activités lucratives. Plus de 300 participants prennent part à cette rencontre. Le rôle des femmes dans la transformation de l'économie guinéenne, c'est le thème de ce forum qui se veut dynamique, inclusif
participatif et réaliste. Ici, les représentantes des pays membres sont convaincus que le rendez-vous de Conakry permettra d'éclore des projets à caractère social et économique en faveur des femmes. Le FIED est une plateforme multidimensionnelle au secteur de l'autonomisation de la femme et au développement de l'Afrique. C'est une machine incontournable qui accompagne les politiques du gouvernement en matière de la promotion, de l'entrepreneuriat, des femmes vivant en milieu rural et urbain. C'est une plateforme d'opportunités d'affaires dans tous les secteurs porteurs de l'économie. Nous sommes un réseau de femmes fortes battantes, des championnes nationales et internationales, qui ont compris très tôt la nécessité de se mettre ensemble, sans jalousie, sans concurrence, pour prendre leur place de choix dans l'économie de notre chère Afrique. Chaque année, nous nous réunissions dans un pays à la demande du gouvernement pour apporter à notre contribution à travers des solutions concrètes aux problématiques socio-économiques, notamment liées à la femme. Aujourd'hui, de belles pages économiques de la République de Guinée amorcent leurs écritures. Elles sont et seront d'autant belles qu'elles entendent allier à cet exercice la beauté et l'ingéniosité de la femme guinéenne, dont les talents et les capacités créatives et managériales seront exaltés pendant ce forum. Depuis ces 3 dernières décennies, après de longues luttes pour l'émancipation de la femme, et prenant conscience que les femmes, qui constituent la moitié de sa population, pouvaient apporter quelque chose, et non des moindres, à la création de la richesse dans leur pays, de plus en plus de femmes se sont levées et mettent leur génie créateur au service du développement de leur pays. Avec des messages rassurants, empreints des valeurs de ce forum, le Premier ministre Amadou Ouriba réitère la détermination du CNRD et du gouvernement à s'inscrire dans une dynamique qui renforce le secteur privé et favorise le développement durable. Les femmes constituent l'ossature la plus importante et la plus active de notre économie. L'économie souterraine qui n'est pas valorisée, qui est informelle. Ce qu'il faut dire de ce point de vue, il y a celle qu'on voit. Vous savez, il y a des arbres qui cachent la forêt. Mais la grande forêt des femmes qui sont en activité, elles sont très nombreuses. J'avais commencé à citer les marieuses. C'est une économie très importante. Vous avez le système des tontines qui, organisé dans le cadre d'une meilleure appropriation de l'économie solidaire, ça permettra de, par ce biais-là, de créer progressivement une couche de femmes entreprenantes dans un secteur qu'il faudra formaliser. Et c'est la formalisation qui permettra de financer les activités féminines à travers des crédits par le biais soit de la microfinance, soit du secteur bancaire. Donc c'est un écosystème qu'il faut construire et nous sommes dans cette dynamique. Et donc, contrairement à ce que les gens pensent, ce sont les femmes qui constituent l'ossature essentielle de l'économie de ce pays. C'est une opportunité à saisir, c'est une opportunité qu'il faut valoriser, c'est quelque chose qu'il faut formaliser et d'ores et déjà, j'avais déjà indiqué au ministre du Pôle financier que les centres, disons, qui constituent au niveau de Madina, les centres agréés pour que progressivement les gens s'engagent dans ce processus de formalisation seront réactivés parce que c'est cela qui permettrait qu'on se rende compte que réellement les femmes, au lieu d'être derrière, elles sont devant parce que pour l'essentiel, c'est elles qui constituent l'essentiel des forces vives de ce pays. Ce forum de Conakry, durant 3 jours, va se pencher sur des sujets tels que l'autonomisation des femmes,
la digitalisation et la promotion d'infrastructures innovantes en vue de stimuler l'économie africaine et renforcer la position des femmes dans le développement du continent africain. Un mot de diplomatie pour dire que l'ambassadeur Lonseni Condé vient de remettre ses lettres de créance à la présidente de la Confédération suisse. Il a mis l'occasion à profit pour expliquer à la présidente Viola Amherd la volonté du président général Mamadi Doumbouya de renforcer davantage les relations de coopération entre ces deux États dans plusieurs secteurs de développement. On fait le point avec Makeme Donzo. La Suisse fait partie des premiers pays à établir une coopération bilatérale avec la Guinée. C'était dans les années 60. Le pays avait ouvert une ambassade dans la Nouvelle République de Guinée en 1965. En remettant ses lettres de créance à la présidente de la Confédération helvétique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Lonseni Condé a présenté le visage de cette solide relation diplomatique entre Conakry et Genève. Depuis 1960, il y a un accord important qui a été signé entre la Guinée et la Suisse. L'accord du commerce, la protection des investissements, la coopération technique et la convention sur l'aviation civile. En 1997, la Suisse a signé un accord avec la Guinée pour la réduction de la dette qui existe entre elle et la Guinée. Et dans les années 80 à 90, la décennie, la Suisse a beaucoup financé le programme multilatéral de la Guinée. Et quand il y a d'autres cadres aussi de coopération, notamment la mise en place des radios rurales pour la démocratisation et l'accès de nos compatriotes qui sont dans les zones rurales à l'information, et aussi la coopération dans le domaine de la santé. Avec son équipe, le diplomate guinéen doit travailler à réanimer cette belle amitié. Un de ses objectifs est de convaincre les autorités suisses à rouvrir leur ambassade en Guinée. J'ai demandé aussi à Madame la Présidente la dynamisation de la coopération entre la Guinée et la Suisse. Et je l'ai rappelé d'ailleurs, étant donné que depuis 1965, la Suisse avait une ambassade en Guinée. Il est vraiment très difficile de concevoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un consulat honoraire. Alors j'ai demandé à Madame la Présidente que si on peut rehausser le niveau de représentation diplomatique en Guinée, ce sera vraiment souhaitable. Aussi, j'ai demandé à Madame la Présidente la coopération dans le domaine de la formation. De gros chantiers s'ouvrent à l'ambassadeur Condé dans un pays animé par le multilatéralisme. Récemment, il a remis ses documents d'accréditation aux responsables de plusieurs organisations internationales, dont l'Office des Nations Unies. Un gros challenge, mais une équipe expérimentée pour le relever. Fin de formation de la 7e promotion du cours d'application des officiers gendarmes. Les participants sont désormais capables de remplir leur mission au service de la nation guinéenne. Et c'est le ministre de la Défense nationale qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs personnalités et du commandement militaire. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après 8 mois de formation ici à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Somfonia, ces 70 stagiaires reçoivent leur parchemin. Ce groupe, qui constitue la 7e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale, ont reçu des enseignements appliqués visant la formation militaire et professionnelle et bien d'autres disciplines. Au terme de plusieurs mois de dur labeur et d'exaltantes épreuves, voici enfin livrés les officiers élèves aptes à servir partout où besoin sera. Chers officiers élèves, je vous exhorte donc à l'apprentissage continu et à ne jamais vous enlacer dans l'acquisition de la connaissance. Pendant le module militaire, l'enseignement général, le moniteur en intervention professionnelle, le commandant de peloton d'intervention, le directeur d'enquête, tous ces acquis sont bien pour nous, pour mettre en œuvre ce que nous avons appris à l'école. Les défis sécuritaires qui vous attendent sont immenses, difficiles et éprouvants. Vous serez régulièrement confrontés au drame de la vie courante, à savoir le grand banditisme, les ravages de la drogue et de l'alcool,
les violences sur la voie publique, la délinquance économique et financière, la cybercriminalité, l'immigration irrégulière qui se manifeste par l'envahissement de nos zones minières. À l'image de vos frères d'armes, vous serez les garants de la sécurité au présent, mais aussi au futur. Très chers officiers de la 7e promotion du cours d'application de gendarmerie, soyez enfin rassurés de mes encouragements, de mon soutien et de mon accompagnement dans l'exécution des missions qui sont les nôtres. À l'occasion de cette cérémonie rehaussée de la présence du ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara s'est réjoui des résultats enregistrés dans le cadre de la qualification et la professionnalisation du personnel gendarme. Je suis l'homme le plus heureux parmi vous. Il y a 27-28 ans, je prenais le commandement de cette école. Voir aujourd'hui cette école dans cet état, et c'est magnifique. Ça veut dire que la relève est bien assurée. Votre promotion, que vous devrez relever aussi les généraux qui sont en train de vous commander actuellement. Merci, monsieur le général, haut commandant de la gendarmerie nationale, pour cette belle école, pour ces belles unités qui me font vraiment grand plaisir. En cohérence avec le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur, ensemble la Guinéenne », le ministre de la Défense nationale a baptisé cette promotion du nom du feu Gnepou Aba, ancien chef d'orchestre des Amazones de la gendarmerie nationale. Lieutenant Genève-Major de la promotion, en but de respecter l'esprit de la fête d'indépendance, s'inspirer du passé pour construire l'avenir, la Guinéenne, et pour les services rendus à la nation pendant plus de 4 décennies. Votre promotion portera le nom du capitaine Gnepou, chef d'orchestre des Amazones de la République de Guinée. Créé en 2021 par les autorités de la transition, à sa tête le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya, l'école des officiers de gendarmerie a formé 523 officiers gendarmes, dont 23 personnels féminins, capables de servir dans tous les maillons de la gendarmerie nationale. Ensemble, nous avançons, 7e promotion. Et voici à présent le contenu de ce communiqué. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, informe le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, les institutions nationales et internationales, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les partis politiques légalement constitués, les organisations de la société civile, ainsi que le peuple de Guinée, de la clôture de l'évaluation des partis politiques en République de Guinée. Cette évaluation s'est déroulée du 17 juin au 6 juillet 2024, aussi bien au niveau des sièges nationaux situés à Conakry que des fédérations à l'intérieur du pays. Dans un souci de transparence et de respect des principes de bonne gouvernance, le MATD organise un atelier de restitution du rapport final de cette évaluation. Cet atelier se tiendra à Conakry, dans la salle de réunion du MATD, les mardis 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2024, en plusieurs sessions distinctes selon le programme suivant. Mardi 29 octobre 2024, première session 9h30, 11h30. Deuxième session, 12h pile, 14h pile. Troisième session, 14h30, 16h pile. Ces sessions concernent les partis politiques évalués et conformément aux lettres d'invitation. Mercredi 30 octobre 2024, première session, 10h pile, 12h pile, institutions nationales, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers et ambassades, notamment celles des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, de la Chine, de l'Allemagne et de la Russie. Deuxième session, 14h pile, 16h pile, partis politiques non évalués. Jeudi 31 octobre 2024, session unique, 10h pile, 12h pile, plateforme de la société civile, association de presse et médias publics. Cette activité vise à présenter le rapport final d'évaluation des partis politiques aux différentes parties prenantes. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est compté sur la participation effective de tous les acteurs concernés afin de garantir le succès de cette étape essentielle vers la consolidation de la démocratie en République de Guinée.
fait à Conakry le 28 octobre 2024. Le ministre général 2e section, Elhadj Ibrahima Khalil Condé. On en vient maintenant à cette rencontre d'appropriation et de sensibilisation. Elle réunit à Kindia l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique des transports terrestres. C'est une rencontre organisée par le Conseil guinéen des chargeurs à travers le Comité national de facilitation du transport et transit routier inter-État. Elle devra permettre aux acteurs d'échanger et de vulgariser les règlements de la CEDEAO. Abraham Christophe Conté. Cette rencontre porte sur l'appropriation et la sensibilisation sur les conventions de la CEDEAO relatives à la réglementation du transport et du transit routier inter-État de marchandises, notamment le respect de la charge à l'essieu, du poids et du gabarit des véhicules de transport de marchandises pour éviter les surcharges. Ce présent atelier qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne logistique du transport et du commerce s'articule autour de thématiques suivantes. La mise en œuvre de la convention AP 582 pour un système de transport routier performant. Le transit des marchandises, une plus-value pour l'économie nationale et un facteur d'intégration régionale. Cette activité, à nouveau, m'offre l'occasion de réaffirmer l'engagement et la détermination du Conseil guinéen des chargeurs à poursuivre sa mission d'assistance et de représentation de la défense des intérêts des opérateurs économiques sur toute la chaîne logistique de transport de la République du Guinée. L'application du règlement 14 et de l'acte additionnel de la CEDEAO dans notre pays permettra non seulement de renforcer la gouvernance du sous-secteur des transports terrestres, mais aussi de sauvegarder les ressources investies dans la construction de nos routes pour soutenir les efforts de développement économique et d'intégration sous-régionale. L'instance est organisée par le Conseil guinéen des chargeurs, à travers le Comité national de facilitation du transport et transit routier inter-État. L'essentiel que nous recherchons à travers cet atelier, c'est de se retrouver avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne logistique de transport et de commerce pour échanger, vulgariser, leur parler des dispositions de ces conventions de la CEDEAO qui sont d'une importance capitale. Il est plus que nécessaire de vulgariser les dispositions du règlement 14 en vue de sensibiliser les propriétaires des véhicules de transport, les conducteurs et toutes les personnes impliquées dans la surcharge sur les dispositions du dit règlement pour sa mise en œuvre effective en République de Guinée. À l'issue de la rencontre, des recommandations sont formulées par les parties. La mise en œuvre de la convention AP2 582 pour un système de transport routier performant. Le compte rendu de Abraham Christophe Conté avec Abdoulaye Diallo. À Sigiri maintenant, la lutte contre les incendies se poursuit avec vigueur et la nouvelle offensive concerne les agents pour un renforcement de capacité. Il s'agit de garantir l'approvisionnement en courant électrique pour éviter aussi des accidents de travail. Sur place, on fait le point avec Diamo Kaba. Court-circuit, problème de câblage et surcharge électrique. Un cocktail de facteurs pouvant provoquer un sinistre. À Sigiri, l'électricité de Guinée change de stratégie pour limiter des dégâts. La démarche préventive ne laisse aucun agent indifférent. Là-dessus, des avis sont partagés. Cette formation a été organisée dans le but de diminuer les risques et des maladies professionnelles au niveau de la ligne et de la centrale de l'EDG pour permettre de protéger les travailleurs d'une part, mais aussi protéger la population de Sigiri sur les risques et des accidents éventuels liés au courant électrique dans la préfecture de Sigiri. Après la salle, des exercices pratiques sur le terrain pour atteindre les grandes ambitions de l'EDG, la sécurité des techniciens pendant des installations et notions développées pour éviter des cas de décès. C'est une initiative que nous saluons d'ailleurs parce que suite à beaucoup d'accidents sur les réseaux électriques de Sigiri, que l'idée d'organisation de cette activité a été initiée. Donc nous remercions tous les acteurs qui se sont impliqués de Conakry jusqu'à Sigiri. C'est une formation qui donne beaucoup de fruits pour les ouvriers, nous, parce que chaque fois nous avons des problèmes dans notre travail. Donc
Vraiment, aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah, la formation nous a donné beaucoup de choses, beaucoup d'expérience. La lutte contre des incendies et accidents de travail, des engagements renouvelés pour garantir l'approvisionnement en électricité de qualité et à tout moment, des efforts qui reflètent le plan national en faveur des consommateurs. Et puis, c'est par un décret que les zones couvertes par l'aménagement hydroélectrique de Sopiti sont déclarées d'utilité publique. En attendant donc la matérialisation de la délimitation du réservoir, le respect de son périmètre de sécurité est un impératif. D'où cette campagne de sensibilisation des populations initiée par la Direction générale de la Société de gestion et d'exploitation de Sopiti. Nabi Kamara. Le barrage hydroélectrique de Sopiti est un ouvrage de 450 MW dont le réservoir couvre 312 km² avec une capacité de rétention de 6 milliards 300 millions de mètres cubes d'eau. Dans le cadre du respect du périmètre de sécurité du réservoir, la Direction générale de la SOGES a entrepris une campagne de sensibilisation des populations riveraines. Mais il y a eu une certaine incompréhension. Il y a eu une délimitation du réservoir. Il y a eu des indemnisations, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ces populations qui ont été indemnisées et déplacées reviennent dans le réservoir pour faire des cultures ou pour y habiter. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'avec les fortes pluies, il faudrait absolument que ces populations s'éloignent du barrage. C'est notre vocation, c'est d'accompagner ces autorités, accompagner la SOGES pour que ces populations soient rétablies dans leurs droits, mais également les sensibiliser, les faire comprendre que tout ne peut pas tomber d'un seul coup, ça se fait progressivement. Justement, pour la réussite de cette campagne d'envergure, la SOGES a décidé d'impliquer les autorités régionales et préfectorales de Dubreka, Kindia, Télémélé et Pita. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont en train encore de faire. On ne peut pas citer de tout ce qu'ils ont fait. Nous allons continuer à faire les sensibilisations comme ça se doit. Parce que le barrage, ce n'est pas pour Télémélé seulement, c'est pour toute la Guinée. Le barrage aide tout le monde. Et les gens sont fiers de ça. Nous avons été très outillés, surtout par rapport au décret portant déclaration d'utilité publique des zones qui encadrent pour le site. Nous avons le devoir de véhiculer le message vis-à-vis des populations impactées. Nos populations qui sont là-bas, ils ont l'habitude de cultiver là-bas, ils ont l'habitude de pêcher. Les interdits là-bas, c'est une prison pour eux. Mais avec la sensibilisation, avec la présence souvent des autorités administratives, ils vont finir par comprendre. Le barrage hydroélectrique de Sopiti est opérationnel depuis le mois de juin 2020. Au même moment, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée partage son expérience à l'international. L'ISEG vient de signer un accord de partenariat avec l'Institut pédagogique universitaire de Bamako. Un partenariat qui implique une mutualisation des expertises dans la formation des formateurs, mais aussi dans la mise en œuvre des projets de recherche. Mamadou Saliouba. Fort de plusieurs décennies dans la formation des formateurs, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée s'ouvre à l'international. L'institution va désormais partager son expérience avec l'Institut pédagogique universitaire de Bamako. Nous avons des objectifs similaires. Nous avons maintenant en œuvre des programmes de licence, master, doctorat. Et il se trouve que par rapport aux ressources humaines, nous avons toujours besoin d'une assistance. Nous faisons tout ce qui relève de nous, mais parfois on sollicite une assistance extérieure. Ce partenaire-là va résoudre pas mal de problèmes dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes. On parle de mutualisation. Si par exemple on a dans le cadre de la mobilité des enseignants, dans le cadre de la mobilité des étudiants, dans le cadre de changement d'expérience en termes de la formation des enseignants, c'est tout un bénéfice que cette convention soit signée. Liés par cet accord de partenariat d'une durée de 5 ans renouvelable, l'ISEG et l'Institut pédagogique universitaire de Bamako vont mutualiser les expériences dans l'encadrement des mémoires et des thèses, mais aussi dans l'opérationnalisation des projets
de recherche. Nous espérons vraiment que l'ISEG et cet institut de Bamako mettront tout en œuvre pour en fait réaliser toutes les activités dans cette convention de partenariat. Voir également que l'ISEG suit un peu les directives de la tutelle sur l'ouverture, sur la signature de conventions avec d'autres homologues d'autres pays nous rend très heureux. Cette ouverture à l'international va améliorer la qualité des offres de formation à l'ISEG conformément aux réformes engagées par le département de l'enseignement supérieur. Et puis, mesdames et messieurs, selon des spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus font partie des maladies les plus fréquentes chez les femmes. Pour attirer l'attention sur ces pathologies, l'équipe Mining House organise une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit à Conakry et à Boké. L'objectif est de partager quelques informations sur l'importance du dépistage précoce et sur les risques liés à ces cancers. Marwan Kamara. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont des problèmes de santé publique qui entraînent beaucoup de décès chez les femmes. Pour minimiser l'impact de ces maladies et sauver des vies, des séances de sensibilisation et d'information sur le dépistage précoce de ces cancers sont lancées à Conakry et à Boké. Le programme est initié par l'équipe Mining House Guinée. On a quand même pratiquement 100 femmes au total sur l'effectif de Mining House. Donc c'était important de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein parce que lorsqu'on voit les statistiques de 2022, il y a quand même plus de 2 millions de femmes atteintes du cancer du sein. Et donc le mieux c'est de dépister et de connaître c'est quoi la maladie et savoir si on est atteint ou pas bien avant. L'activité s'inscrit dans le programme de responsabilité sociétale de Mining House en mettant en avant la santé des femmes. Ce cancer-là, nous pouvons le dépister à la phase de pré-cancer et soigner. Nous avons des structures en Guinée, à Conakry même ici, qui s'occupent de ce dépistage-là. L'hôpital national donc a fut d'ailleurs le premier qui s'occupe des dépistages du cancer du col et de leur prise en charge. Le centre de santé de Boulbiné, ils font même la prise en charge des lésions précancéreuses. Ces deux cancers constituent les deux premiers cancers de la femme. Nous avons sensibilisé ces femmes sur les facteurs de risque de ces cancers, sur les signes d'alerte, mais aussi sur les moyens de prévention et de dépistage de ces différents cancers qui sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Organisées sur les différents sites de Mining House, ces journées d'éducation ont permis aux participantes de connaître les symptômes et les facteurs de risque liés au cancer du sein et du col de l'utérus. Moi, aujourd'hui, j'ai pu connaître quelques facteurs que je ne connaissais pas. Nous invitons à toutes les femmes, à chaque fois, de se faire dépister pour éviter le cancer avancé. Nous sommes très satisfaits de la réception de cette équipe médicale qui vient dépister et sensibiliser nos dames contre les cancers des seins, qui est une maladie aujourd'hui qui fait du dégât et moins de prévention pour barrer la route à cette sale maladie. À travers cette sensibilisation, les organisateurs comptent renforcer les moyens de prévention afin de réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein et du col de l'utérus. Coup de projecteur maintenant, je le disais également au sommaire, sur une entreprise locale et citoyenne composée de jeunes Guinéens qui excellent dans beaucoup de secteurs. À Wenkifon, dans la préfecture de Koya, vous allez le voir, ces jeunes entrepreneurs ont mis en valeur plusieurs hectares de riz. Leur objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Mounir Bari, Abdul Karifa Keita. Nous sommes dans la région de Kindia, sous-préfecture de Wenkifon. Comme vous le constatez, de jeunes entrepreneurs guinéens ont décidé de bâtir plus de 34 hectares dans cette zone située à Wenkifon. L'objectif est simple, créer l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté en milieu rural. Plus de 34 hectares de riz sont mis en valeur par ce jeune entrepreneur très dévoué pour le développement local. Dans ces bas-fonds de Wenkifon, préfecture de Koya, région de Kindia, ce jeune promoteur ont réussi la phase pilote de leur projet de développement rural dans cette zone agro-pastorale. Déjà, les machines sont mises en branle et la récolte s'annonce bonne. Cette entreprise a été créée sous l'initiative de tous ses membres
dans le but de contribuer au développement socio-économique de notre chère nation. Nous avons pu réaliser cette activité sur 4 bas-fonds que nous nous sommes lancés pour la première expérience. Sous les yeux de la directrice préfectorale de l'agriculture d'Ikoya, une mission d'évaluation est sur le terrain avec l'accompagnement technique et financier du gouvernement et d'autres partenaires de la Guinée. Ce jeune entrepreneur ont beaucoup de projets dans leur agenda. Il est de notre devoir d'être à proximité des acteurs du développement rural, mais également les producteurs. Nous encourageons énormément les investisseurs, les entreprises à aller dans le sens même de cette entreprise-là. L'envie de diversifier les activités s'impose comme une nécessité. Au cœur des prévisions, les cultures maraîchères comme la tomate, le gombo, l'oignon ou encore le piment et l'aubergine. Cette première réalisation a été pour nous une expérience et nous demandons à partir de maintenant là de l'aide. Nous tendons la main à tous les partenaires publics et privés de vraiment venir en aide, nous soutenir en nous apportant tous les moyens nécessaires pour que nous puissions aller même au-delà de 33 hectares qu'on a réalisés cette année. L'ambition de ce jeune entrepreneur est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Merci à Mounir Barry. Et puis des matériels agricoles pour les paysans évoluant dans la filière riz dans la préfecture de Kouroussa. Un geste du projet de développement de la chaîne de valeur du riz. Il vise à maximiser les rendements agricoles pour l'autosuffisance alimentaire. Fodé Camara. Comme le prouvent si bien ces champs de riz à perte de vue, la riziculture reste l'activité de prédilection pour la plupart des paysans de Kouroussa. Pour aller de l'avant en matière d'amélioration de la productivité, 8 groupements locaux spécialisés dans la production du riz bénéficient d'équipements, une disposition inscrite dans un programme de mécanisation continue. Aujourd'hui, nous sommes très contents, très émus de joie, parce que c'est la première fois depuis que nous nous sommes venus à la tête de cette direction qu'on a vu un certain nombre de lots de matériel agricole offerts par un projet à certains groupements de notre préfecture, à savoir le projet de développement de la chaîne de valeur du riz. En plus des moissonneuses-batteuses, motoculteurs, tondeuses, des batteuses motorisées et des équipements de préparation du sol sont mis à la disposition des producteurs. Nous sommes très heureux en recevant ces matériels agricoles offerts par le projet. Ce que nous pouvons dire au nom des paysans de Kouroussa, et si c'est là, s'il plaît à Dieu, nous serons à la hauteur des attentes de l'État et du projet donateur quant à la bonne gestion de ces équipements. Principal résultat attendu, mécaniser les opérations agricoles du labour à la transformation du riz, en passant par la récolte pour mieux ravitailler les marchés locaux en riz made in Guinée. Avec la refondation, le chef de l'État-chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a pensé à l'agriculture. C'est ce qu'il a dit tout récemment. Il faut penser au passé pour développer le futur. Donc nous remercions très activement le gouvernement, le ministre de l'Agriculture et tout cela sous le leadership du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le projet de développement de la chaîne de valeur du riz s'engage également à restaurer les 2 anciens magasins de stockage de produits agricoles de Kouroussa. Construits depuis le premier régime, ces magasins de stockage sont aujourd'hui à la merci des intempéries. On retourne à Kindia, où la santé animale et celle de l'homme se croisent. C'est à la faveur d'un atelier de validation du manuel d'interopérabilité de 2 systèmes d'information, 2 plateformes, l'une consacrée à la santé animale et l'autre à la santé humaine. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Une seule santé et connaît la participation de plusieurs acteurs. Des précisions dans ce compte-rendu de Yaya Silla. Prévenir les menaces sanitaires nationales en renforçant la plateforme Une seule santé et la biosécurité pour la résilience nationale est le but de cet atelier national de validation du manuel sur la stratégie d'interopérabilité entre 2 systèmes, celui de MA Impressai
et DAS de surveillance. IMAI Impresa, c'est l'application qui soutient le système de surveillance en santé animale, et le DHIS2 c'est son homologue en santé humaine. Donc ici nous avons reçu la requête du gouvernement de les appuyer, de rendre interopérables ces deux systèmes afin de faciliter vraiment le partage d'informations, surtout en ce qui concerne les maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies que l'on retrouve à la fois chez l'homme et l'animal. Donc vous savez, au jour d'aujourd'hui, la santé n'a pas de limite. Donc la santé des animaux peut affecter, c'est-à-dire la maladie des animaux peut affecter la maladie des hommes. Donc c'est dans ce cadre que l'environnement, l'élevage et l'agriculture et la santé humaine doivent travailler ensemble dans le cadre de la protection de nos santé. Ce travail avait commencé depuis quelques mois par les parties prenantes afin de s'entendre sur comment réaliser ce manuel d'interopérabilité et son application sur le terrain par les techniciens. Étant donné que nous faisons face à des maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent passer des animaux aux humains, et la proportion de ces maladies est de 60%, c'est-à-dire 60% des maladies humaines sont d'origine animale. Donc il est important que nos départements collaborent à travers le partage des informations, concernant les maladies zoonotiques pour favoriser la détection précoce, la prévention et la riposte contre ces maladies. Le document élaboré par les participants, c'est-à-dire la plateforme technique qui réunit les deux systèmes de partage d'informations, sont désormais validés. Les techniciens de terrain, utilisateurs de la plateforme, vont apprendre dès à présent afin de s'en servir. Et toujours à Kindia, la coalition des patriotes pour la continuité poursuit son opération de grand ménage dans la préfecture. L'opération est lancée pour lutter contre l'état d'immondices qui envahissent les coins et recoins de la ville des Agrumes. C'est une campagne pour soutenir les actions du gouvernement dans ses efforts de salubrité publique. Sona Sagnon. La coalition des patriotes pour la continuité décidait à mener une lutte contre l'insalubrité et à soutenir les actions du gouvernement poursuit avec l'ONG Kania Fenteni son grand ménage dans la ville des Agrumes. La motivation aujourd'hui, c'est toujours l'accompagnement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans ses actions. Alors la ville a été choisie par la coalition. La communauté de Kindia, les femmes surtout, sont massivement sortis pour accompagner, n'est-ce pas, la coalition des patriotes pour la continuité. Monsieur le préfet de Kindia, monsieur le maire, toutes les autorités d'ici sont sorties pour nous accompagner. Munis de balais, de gants, de pelles, de brouettes, les membres de la coalition et la population de Kindia ont débarrassé les lieux publics de tous les déchets. Étant natif de Kindia et ayant créé une ONG pour la cohésion sociale, qui aboutit au développement socio-économique et culturel de Kindia, pour CAPA de la République de Guinée. C'est ce qui me motive pour être là. Parce qu'à partir de Conakry, Kindia Fenteni, dont j'ai l'honneur de diriger, a été recommandé vivement à cette coalition pour la réussite de l'événement à Kindia. On a nettoyé la place des martyrs. Il y a un endroit à Koukou. Là-bas, on a assaini aussi là-bas. On le remercie pour son déplacement. Maintenant, on lui demande une doléance pour nous soutenir encore. On a reçu les gilets, les balais, les pelles et beaucoup de choses. La question de l'assainissement étant une préoccupation majeure dans notre pays, le président de la structure entend faire de la sensibilisation une arme pour un changement de comportement de la population guinéenne. On en vient maintenant à la troisième étape de l'accompagnement des jeunes en Guinée forestière. L'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi déploie ses activités dans la préfecture de Yomou. En plus de l'appui en équipement, des formations sont initiées en faveur des jeunes de corps de métier. Ces actions devront faciliter l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. Mohamed Salioupaïa. Le projet de formation et d'insertion de 2000 jeunes de corps de métier se poursuit en Guinée forestière. À Yomou,
l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP échange avec les représentants des structures de jeunesse identifiées à cet effet. Il s'agit de booster leurs compétences dans le but de favoriser la création d'emplois dans les communautés. Le Mérite International étant une organisation de jeunesse, donc on a fait une convention de partenariat avec l'AGETIP pour la formation de 2000 jeunes, surtout dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je suis d'abord très content à l'AGETIP de venir nous former, surtout à l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que c'est ce qui manque beaucoup. Tu peux avoir un métier, mais si tu n'as pas d'esprit d'entrepreneuriat, tu ne peux pas aller loin. En plus de la formation, l'AGETIP aide également ces jeunes bénéficiaires à s'organiser en des groupements d'intérêt économique afin de lutter contre la pauvreté. Cette formation a une grande importance. Premièrement, les modules qui seront enseignés, c'est encore la participation effectivement à l'entrepreneuriat social et aussi à la participation à l'étude sur le changement, sur le comportement des ouvriers dans les chantiers. Figurant parmi les priorités du gouvernement, ce projet se veut incubateur de jeunes en vue de réduire le chômage dans nos différentes préfectures. Dans l'actualité encore, tenue de la convention de la Jeune Chambre internationale Conakry Avenir, Koya Avenir, une opportunité pour les membres de valider le rapport d'activité 2024 en faveur des communautés. Et parmi ces activités, il y a le don de sang, la sensibilisation sur certaines maladies qui constituent une menace pour la santé des citoyens. Amadou Touré. Après une année d'activité au service des communautés de Koya, la Jeune Chambre internationale Koya Avenir tient sa convention. Une opportunité pour le comité directeur sortant de dresser le bilan des activités réalisées au cours de l'année. Avec l'activité collecte des poches de sang, il était prévu 70 poches à collecter. Nous avons collecté 104 poches. 150 personnes sensibilisées. Au domaine impact communautaire, assainissement des lieux de culte, une église et une mosquée. Au domaine business et entrepreneuriat, le défi était 4 activités prévues, 4 activités réalisées. Ce mandat nous a donné beaucoup d'expérience dans la réalisation des activités. Certes, l'ambition était grande et très grande, mais avec l'engagement, la volonté, nous avons pu faire le maximum possible. En représentant le président national à cette cérémonie, ce délégué du bureau national est revenu sur le sens de cette initiative qui consiste, selon lui, à valider les activités réalisées et mettre en place un nouveau bureau exécutif qui aura en charge de diriger les destinées de l'organisation l'an prochain. Au comité directeur local entrant, je voudrais d'ores et déjà vous féliciter par anticipation. La tâche ne sera pas facile, mais je sais qu'avec votre engagement citoyen, votre statut de Gacy prendra le dessus sur différents obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Cette convention de la Jeune Chambre Koya Avenir est lieu au moment où la Jeune Chambre internationale tient son congrès mondial à Taïwan avec une représentation de la Guinée par son président national, Sékou Bérété. Et c'est le moment de voir d'autres facettes de l'actualité nationale. La Guinée en bref, avec une signature ce soir de Younoussa Tawel Kamara. Les enseignants de la commune urbaine de Boké sont aux anges ce matin. Ils bénéficient d'un don d'outils didactiques de la Direction générale du Crédit rural de Guinée. Le but est de faciliter le travail de ces enseignants, mais surtout qualifier davantage le système éducatif guinéen. Valoriser l'enseignant, c'est aussi jeter un regard sur ses conditions de vie. Parce que l'école commence déjà à la maison. Valoriser les enseignants en d'abord mettant en place de bonnes conditions de travail. D'où le choix des kits solaires. Donc ces kits solaires vont permettre aux enseignants
de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour préparer les cours, mais surtout pour préparer les examens dans de meilleures conditions. Au lycée Symphonia, le cadre de vie est désormais amélioré pour les élèves de l'établissement. Les toilettes du lycée sont réhabilitées par la délégation spéciale de cette commune pour faciliter les conditions d'apprentissage des élèves. La délégation spéciale a pris l'initiative de réhabiliter les toilettes du lycée Symphonia pour faire ce que le président de la République a fait depuis qu'il est là le 5 septembre. C'est de valoriser ceux qui méritent. Nous emboîtons ces pas en réhabilitant ces toilettes de ce collège qui a fait les plus grandes performances au baccalauréat dans l'ancienne grande commune de Ratouma. Dans un passé récent, les usagers du débarcadère du district de Kounsougou, sous-préfecture de Kamfarandé, étaient confrontés à d'énormes difficultés dues au manque de quais. Aujourd'hui, cette souffrance est devenue un lointain souvenir. Il existe désormais au niveau de ce port artisanal un quai à béton réalisé par la direction de la SMB Winning Consortium. La réalisation de cette infrastructure pourrait certainement faciliter le transport des produits locaux dans la contrée. La direction générale du consortium a bien voulu construire cet édifice pour non seulement atténuer l'impact des boues sur les usagers de l'axe Kounsougou-Katounou, mais aussi contribuer au désenclavement en facilitant la libre circulation des personnes et leurs biens sur cet axe routier. Le quai que vous observez est construit sur la base de béton sucrépien soutenu par le bloc de pierre aux dimensions suivantes. Longueur 50 mètres, largeur 1,50 m, épaisseur 10 cm. L'auteur Mamadou Gandoba, en service au ministère de l'économie et des finances, livre son troisième ouvrage. Dans son livre de 135 pages intitulé « Le défi guinéen », Mamadou Gandoba évoque les défis de développement de la Guinée avant de retracer les potentialités économiques du pays. Le défi guinéen est un essai critique sur l'administration, le secteur minier, le secteur agricole. Il aborde également de manière succincte les autres secteurs. Pour chaque secteur, j'ai essayé de proposer des pistes de solutions qui pourront contribuer à améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques publiques si elles sont appliquées. J'ai également mis l'accent sur la création de grandes écoles capables de doter notre administration de cadres de haut niveau ayant les mêmes approches de techniques de travail. Dans le reste de l'actualité, le comité d'organisation de Miss Guinée continue de vendre l'image de la femme guinéenne à travers le monde. Le comité a fait représenter pour la deuxième fois le pays dans une compétition internationale. Après la deuxième dauphine l'année dernière, c'est la Miss Guinée qui était cette année à une rencontre de beauté au Vietnam. De retour au Bercail, Sarankouruma a parlé de la participation guinéenne au micro de Mohamed Troua Kamara. Le comité d'organisation Miss Guinée, Comisgui, tient ses promesses. L'année dernière, la deuxième dauphine Aïssatou Diomo Diallo a remporté le titre de Miss Africa du centre et de l'ouest, devant 60 pays. Cette année, c'est le tour de la Miss Guinée Sarankouruma de représenter la Guinée dans la même compétition au Vietnam. La beauté et le textile guinéen ont été appréciés dans ce pays asiatique. Je viens du Vietnam. J'ai été candidate au concours Miss Cosmo International. J'ai représenté la Guinée là-bas. Et comme vous l'avez constaté, tout s'est très bien passé. Je me suis très bien amusée. J'ai tout donné de moi comme si c'était la dernière fois. Et personnellement, je suis fière de moi. Je sais que mon comité également, ma famille, mes amis, tout le monde est fier. Donc ça me réjouit vraiment le cœur, ça me touche énormément. Je remercie le comité pour le choix porté sur ma personne. Je remercie la Guinée parce que vraiment j'ai vu en fait combien de fois vous tenez à moi, vous tenez à la femme guinéenne, vous tenez à la culture guinéenne et c'est quelque chose à encourager. C'est l'une des dernières activités de la Miss Guinée à l'international avant de céder sa couronne en fin novembre à celle qui sera élue Miss 2024 parmi les 24 candidates sélectionnées. La préfecture de Kissidougou en deuil avec le rappel à Dieu du patriarche Elhadj Mamadi Massaré,
Le décès de cette autorité morale qui a œuvré à la préservation de la paix dans la localité afflige le pays entier et particulièrement le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, le ministre du Travail et de la Fonction publique, à la tête d'une forte délégation, était ce lundi dans la famille mortuaire. Un geste hautement salué dans la cité de Kissi Farmaya. Mamadi Terna Kamisoko est sur place. Kissi-Dougou, depuis vendredi dernier, terre de deuil. La ville pleure son sotikemo. Et l'âge Mamadi Mansaré a tiré sa révérence à l'âge de 99 ans, des suites de courtes maladies. Symbole de cohésion à Kissi Farmaya, l'autorité morale, intronisée en 2020, aura œuvré au renforcement du tissu social entre les fils et filles de Kissi-Dougou. Depuis qu'on l'a installé à 2000, vraiment il avait l'amour de Kissi-Dougou. Il avait l'amour de la population de Kissi-Dougou. Il aimait toute la population. Faisons tout possible, unions-nous pour arranger, pour faire développer Kissi-Dougou. On remercie toutes les délégations qui sont venues, toutes les personnes qui sont venues. Vraiment, la famille est très très contente. Depuis que j'ai échangé avec ce vieux pour la première fois, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais assisté au fait un déplacement à Kissi-Dougou pour un problème entre les fils et filles de Kissi-Dougou. Voilà, ça c'est un mérite. Alors, il faut le reconnaître et c'est pour cela que je le dis sans me gêner. Kissi-Dougou représente la préfecture de la paix, la préfecture de la cohésion. C'est ce que le président demande d'ailleurs. Et donc perdre une telle personnalité, je ne peux pas expliquer ce que je ressens profondément. Ce rappel à Dieu du patriarche El Hadji Mamadi Mansaré afflige en premier lieu le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Aussitôt informé, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, se rend à Kissi-Dougou dans la famille mortuaire au quartier TP pour présenter les condoléances du général Mamadi Doumbouya et de la République tout entière à la population endeuillée. Un message de compassion que le président de la République, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a voulu partager avec la population de Kissi-Dougou. Le président m'a envoyé en son nom et au nom de tout le gouvernement pour présenter les condoléances à la famille et à toute la population de Kissi-Dougou. Pour le président de la République, c'est un papa qu'il a perdu. C'est un papa qu'il a perdu. Ils étaient régulièrement en contact. Ils partageaient des préoccupations. Il avait exprimé son souhait de voir le président réussir dans sa mission. Si lui, il est appelé à Dieu aujourd'hui, le président est profondément touché. La contribution du général Mamadi Doumbouya, président de la République aux obsèques du doyen El Hadji Mamadi Mansaré est immense et réconforte la population de Kissi-Dougou. Après les condoléances d'usage, cette autorité morale qui jouit d'une forte réputation dans la contrée, est inhumé dans l'après-midi de ce lundi 28 octobre 2024. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.